vous remercie de votre invitation. Je suis ravi d'être ici. Et je m'en vais traiter cette question qui, je ne vais pas vous parler directement de la Chine, mais indirectement à travers une analyse du discours du Parti communiste chinois sur le marxisme. Je vais faire une petite mise en garde. Hein. Ne croyez pas que je suis un grand spécialiste de la Chine, je ne le suis pas. Hein. Si vous voulez, je m'y intéresse depuis longtemps, je dirais même depuis toujours, mais bon, je ne parle pas le chinois, je n'ai pas vécu en Chine, donc je n'ai pas une expérience très, très concrète des choses, donc je ne saurais pas forcément même de répondre à des questions ponctuelles, et d'autre part, le livre dont tu viens de parler, bon, c'est pas une espèce de vue aérienne, hein, n'est-ce pas, où on voit les grands reliefs, mais on ne voit pas le détail. On voit quand même la muraille de Chine. Hein. Mais ceci dit, donc, je préférais le dire, hein, et donc je ne vais pas m'étendre sur des choses que je connais mal, ou simplement je donnerai quelques notations, quelques impressions. Voilà, je vais rester essentiellement sur un plan théorique. Alors, je vais commencer par une anecdote. Il y a 3 ans, j'étais dans un congrès Marx international, l'Université de Pékin, et bon, j'avais l'honneur de présider un atelier où il y avait 80 personnes à peu près. Et il se trouve que comme les choses étaient très bien organisées, il y avait 2 traducteurs simultanés dans la cabine qui me traduisaient tout du chinois au français. Donc je comprenais tout. Et ça m'a permis de suivre le discours, de faire quelques remarques, et de faire en particulier la remarque suivante. À force d'entendre parler de marxisme à la chinoise, de sinisation du marxisme, cela m'a interrogé. Et donc j'ai posé la question à l'auditoire, je me suis dit, mais enfin, expliquez-moi. Pour moi, le marxisme a toujours eu, au moins le matérialisme historique, a toujours eu la prétention d'être une science, hein, d'avoir fait sa coupure avec les discours antérieurs, comme les autres sciences ont fait leur coupure épistémologique. Si c'est une science, il doit être universel. Elle doit être universelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marxisme chinois ? Et puis je me sentais un peu bizarre dans cette assemblée. J'avais l'impression d'être un observateur et non pas d'être impliqué dans ce qui était normalement un congrès Marx international. Alors, la question a interpellé quelques présents et ils ont essayé de me répondre. Donc, c'est à partir de là que, si vous voulez, je vais interroger ce marxisme chinois. Il y a 2 manières de le comprendre. Il y a une première manière c'est une application de la théorie marxiste et même marxiste-léniniste à la réalité concrète de la Chine dans son histoire et particulièrement depuis la Révolution. Bon, là, ça ne pose aucun problème, effectivement. Et d'ailleurs, le terme application... Ah, je voulais dire une chose avant ça. Pour me limiter, je vais uniquement faire mes références à les statuts du Parti communiste chinois. Ces statuts commencent par une dizaine de pages où vous avez d'abord les principes et le programme. Puis après, naturellement, vous avez la manière dont doit fonctionner le Parti communiste. Donc c'est un texte très important. C'est un texte qu'il est intéressant de lire à la loupe, hein, ce que je ne vais pas faire parce qu'il faudrait des heures et des heures. Je ne vais pas faire une explication de texte. C'est un texte très important parce qu'à travers ces révisions successives, il a encore été révisé tout récemment, vous y avez la matrice, la doctrine de ce Parti communiste. Et je dirais c'est une sorte de Bible. Hein. D'ailleurs, les impétrants pour entrer dans le Parti communiste chinois prêtent serment sur ce texte. Hein. Vous savez qu'on ne rentre pas dans le Parti communiste chinois simplement en cliquant quelque part, hein, en cliquant sur votre ordinateur. Il faut passer des examens, un peu comme les examens mandarinaux, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et donc il faut connaître ce texte quasiment par cœur, il faut pouvoir le commenter. Donc c'est un texte extrêmement important. C'est pour ça que je vais limiter mes références à ce texte-là.
Donc je disais, on peut considérer que le marxisme chinois, c'est simplement une application à l'histoire, au cas très concret, très particulier, très spécifique de la Chine. Là, ça ne pose aucun problème. Parler d'un socialisme à la chinoise, c'est tout à fait normal. C'est un socialisme dans les conditions chinoises. Bon. Ceci dit, ça peut quand même avoir un grand intérêt pour la question de la transition au socialisme. Comment s'est faite cette transition ? Pourquoi elle a pris tel cours ? Je veux dire, ça peut avoir une portée plus générale que simplement le cas particulier de la Chine. Et si c'est le cas, alors évidemment, ça peut intéresser bien d'autres personnes que les Chinois eux-mêmes. Puisque c'est une transition, ça devrait pouvoir intéresser les autres pays en voie de développement, particulièrement. Et ces pays en voie de développement pourraient s'inspirer du chemin suivi par la révolution chinoise. Notez bien à ce propos que les Chinois, jusqu'à une époque récente, ont toujours refusé de se présenter comme un modèle, alors que le modèle soviétique devait être copié partout, y compris au fin fond de l'Afrique, quelles que soient les conditions. Le modèle, et il n'y avait pas de modèle, chinois. Maintenant, c'est un petit peu différent, puisque Xi Jinping a dit, bon, ben, peut-être que ça serait intéressant pour d'autres pays d'examiner la voie chinoise et de voir s'il n'y a pas des emprunts à y faire. Et en ce qui nous concerne, c'est d'autant plus intéressant, c'est le sens de mon livre, d'ailleurs, de mon dernier livre, c'est que la Chine n'est plus, quoi qu'elle dise, un pays sous-développé. Elle est largement développée. Et même elle est hyper développée dans certains domaines, dans certains aspects, dans certains domaines de la haute technologie, elle a même dépassé tout le monde. Alors, si cela est vrai, ben, ça nous intéresse aussi. Je veux dire, c'était le sens du « et nous ». Est-ce qu'on ne pourrait pas transposer quelque chose des politiques économiques, sociales, chinoises, dans ce qui pourrait être en France, si tant est que ce soit possible, un début de transition au socialisme. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation possible de ce marxisme à la chinoise, c'est qu'il nous apporterait, il enrichirait le marxisme à travers ces grands auteurs, et je pense évidemment en particulier à Mao Zedong, et peut-être d'autres aussi, que donc il nous apporterait, sur le plan théorique, sur le plan fondamental, qui nous apporterait un plus, enfin un nouveau, quelque chose à interroger et à comprendre. Donc voilà, deux lignes d'interprétation. Ou bien c'est un marxisme spécifique pour le cas particulier de la Chine, mais avec des généralisations possibles, ou bien c'est un peu plus que ça. Et je pense que, vous le verrez, je le dirai à la fin, je crois que c'est un peu plus que ça nous apporte un mode de pensée qui ne nous est pas familier, et qui pourrait donner un sens ou une impulsion nouvelle à la pensée marxiste. À partir de là, évidemment, je ne peux pas tout traiter. Je vais donc traiter 4 points. Je me limite, et même je serai obligé d'aller assez vite et faire des raccourcis, parce que sinon, je sais que ce serait beaucoup trop long. D'ailleurs, je vais sortir ma montre pour suivre à peu près un horaire convenable. Donc le premier point, ce sera de confronter ce discours du Parti communiste, notamment à travers ce texte clé, qui est celui du programme du parti, avec les concepts fondamentaux, les concepts de base du marxisme, en l'occurrence le couple, la contradiction, rapport de production, force productive. Nous sommes là donc au cœur de la théorie, enfin nous sommes au cœur du réacteur, n'est-ce pas, de la théorie. Mais alors comment les Chinois ont-ils évolué sur la question ? Ça sera mon premier thème. Le deuxième thème,
c'est comment ils conçoivent les forces productives elles-mêmes. Est-ce que ces forces productives sont neutres? Est-ce qu'elles sont objectives? Est-ce qu'on peut les employer dès que c'est possible? Ou est-ce qu'elles ne sont pas déterminées d'une certaine façon? Et là, je vais faire référence tout à l'heure aux analyses de Marx dans le Capital, essentiellement dans le Capital. Le troisième aspect que je vais considérer, mon troisième thème, ça concerne davantage la transition au socialisme, et ce sera la notion de dictature démocratique populaire versus la dictature du prolétariat. Où est la différence et pourquoi? Ce qui va m'amener à revoir un peu, évidemment, l'histoire politique de la Chine contemporaine. Et je terminerai par un quatrième point. Alors c'est là, justement, peut-être celui qui m'intéresse le plus, finalement. C'est la dialectique, l'examen de la dialectique. Qu'est-ce que les Chinois apportent à la pensée de la dialectique? On peut y aller. Donc, première remarque, avant d'aborder rapport de production, force productive, première remarque, mais qui va de soi, mais quand même, il faut le dire, c'est que le Parti communiste chinois est un parti révolutionnaire, et se veut toujours un parti révolutionnaire. Révolutionnaire, ça veut dire qu'il s'agit de construire. Il s'agit d'avoir une pensée de l'avenir, du long terme. Vous vous souvenez peut-être que Aron avait fait dire à Marx, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. En fait, c'est Aron qui dit ça. Marx disait plus précisément que les hommes font l'histoire, mais dans des conditions qu'ils ont héritées du passé et qui pèsent lourdement sur eux et qu'ils ont tendance à reproduire. C'est ainsi, par exemple, que la Révolution française a plein de références à l'Antiquité. Voilà ce qu'il disait. Et donc, si on veut ne pas être prisonnier du passé, il faut voir devant soi, il faut voir le futur possible. C'est bien ce que veut faire le Parti communiste chinois. En ce sens, ça s'oppose à toute vision réformiste. Réformiste, c'est-à-dire il suffit de laisser l'histoire se dérouler selon son cours inéluctable, toute vision mécaniste, et puis voilà, on va accompagner. Ça ira nécessairement vers le socialisme, vers le communisme, etc. C'est vrai que vous avez un peu de ce côté-là, nécessitariste et fataliste chez Marx, on ne va pas le nier. Mais il y a aussi toute une autre façon, chez Marx, de considérer ce qui est à venir comme un jeu de possibles. Eh bien, qu'est-ce que dit le Parti communiste chinois? Il parle d'une construction du socialisme. Regardez les principes, c'est tout à fait au début. Les principes, c'est la voie socialiste. C'est une voie, un chemin, un trajet. Ce n'est pas un état prédéterminé qu'on puisse définir à l'avance. Bon, comment on y arrive? Deuxième principe, par la dictature démocratique populaire. Ça, c'est le chemin politique. On en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui assure que ce chemin sera bien suivi? La direction du Parti communiste. Troisième principe. Et enfin, avec quelle aide de quel outil intellectuel? Eh bien, le marxisme-léninisme et la pensée Mao Zedong. C'est quand même intéressant, notez-le, que dans les principes, les successeurs de Mao Zedong ne sont pas ici nommés. Comme s'ils avaient opéré des corrections, des inflexions, mais comme si il fallait en passer, se servir de ces outils. Et je ne sais pas, vous voyez, c'est une des choses que je ne sais pas. Je sais qu'on enseigne le marxisme au lycée, je sais qu'on l'enseigne à l'université, qu'il y a de nombreux cours. Je ne sais pas comment s'enseigne, puisque normalement elle est dans les principes, la pensée de Mao Zedong. Donc voilà, je voulais dire ça avant toute chose, c'est un parti révolutionnaire. Ceci dit, on ne fait pas la révolution dans n'importe quelle condition. Donc c'est là qu'on se trouve devant
le couple rapport de production-force productive. Je vais vous dire tout de suite que cette formulation, à mon sens, est très défaillante, qu'elle doit être modifiée parce qu'elle est bancale. Hein. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. On n'a pas d'un côté une forme et de l'autre côté une matière qui serait les forces productives, ça ne va pas. Nous en reparlerons tout à l'heure dans mon deuxième thème. Pour le moment, j'apprends tel quel. Et je vous donne mon interprétation, l'interprétation que j'avais travaillé dans De la société à l'histoire. Quel est l'élément principal ? Dans la conception traditionnelle, c'est les forces productives. C'est elles qui font le mouvement de l'histoire. Hein. C'est elles qui entraînent les changements dans les modes de production. Et de fait, vous avez une lecture de ce genre chez Marx. Hein. Les forces productives qui deviennent trop larges, hein, trop puissantes, pour des rapports de production qui sont trop étroits et qui doivent être changés. Et là, nous retombons dans une vision nécessitariste de l'histoire, dans une histoire qui est animée par le développement depuis l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, qui est développée, qui est mue par ces forces productives. C'est pas très loin, enfin c'est opposé, mais en même temps, c'est pas très loin de la vision libérale de l'histoire. La vision libérale de l'histoire, c'est au début, commence à y avoir la division du travail, puis il y a de l'échange, et puis les échanges se développent, et puis les échanges vont amener le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est celui qui est le plus à même de favoriser les échanges. Et puis ensuite, il y a toute une théorie du capitalisme qui va nous montrer que c'est vraiment le système idéal pour que fonctionnent les mécanismes de marché, et finalement pour arriver à l'optimum absolu, c'est-à-dire le règne intégral des mécanismes de marché qui est pour le bonheur de l'humanité. Bon, ça, évidemment, c'est la vision libérale. Mais il y a une vision marxiste en contrepoint qui est celle de, voilà, les forces productives vont nous mener à la bourgeoisie, au capitalisme. Le capitalisme va se développer, il va engendrer, avec les prolétaires, il va engendrer ensuite nécessairement des révolutions et le passage au socialisme communisme. Alors ça ne me va pas. Et je vais essayer de vous dire très, très rapidement comment j'interprète ce couple, ce fameux couple. L'élément principal, puisqu'il y a un élément principal dans la construction, c'est les rapports de production. Ces rapports de production, ce sont eux qui font le mouvement de l'histoire. Donc ce sont les luttes de classe. Mais naturellement, les rapports de production permettent de développer ou non les forces productives. Et en définitive, en dernière instance, ce sont effectivement les forces productives qui ont le dernier mot, si je puis dire. Pour me faire comprendre, cette détermination en dernière instance, selon moi, et après je vous parlerai de Mao et de Deng, selon moi, cette détermination en dernière instance veut dire soit que ça ne passe que par des prises de conscience, peuvent être le fait des dominants d'ailleurs, qui le sont souvent, des potentialités qui sont à un certain moment dans les instruments, les objets de travail de l'époque. Donc c'est pas direct, ça passe par des prises de conscience. On dit tiens, avec ça on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on peut développer, on peut aller dans ce sens. Ça c'est une première forme de détermination. La deuxième, c'est quelque chose de totalement involontaire. C'est quelque chose qui est totalement, je veux dire, et qui échappe a priori totalement à la volonté des hommes. C'est ce qui se situe non pas du côté de l'instrument de travail. Hein. Il y a l'instrument, il y a l'objet, et puis il y a les rapports de travail, la coopération. Non pas du côté des instruments, des techniques, hein, depuis la pierre taillée jusqu'à l'intelligence artificielle, mais du côté de la nature, enfin de l'objet sur lequel l'homme travaille. Il travaille toujours dans la nature et sur la nature en définitive. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, ça peut être un changement climatique. Exemple, l'Europe a connu un petit âge glaciaire entre le début du XIVe siècle et la fin du XIXe siècle. Il a fait froid.
Et certaines années, il a fait même extrêmement froid. Je crois que c'est dans le siècle de Louis XIV. Il a fait extrêmement froid. C'est-à-dire, ça a fait des millions de morts. Non, ça, c'est la nature qui commandait, là. Un autre exemple, c'est les épidémies. Là non plus, hein, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. La peste noire, au milieu du XIVe siècle, elle a quand même détruit la moitié de la population européenne. Bon, c'est des choses qui, évidemment, qui maintenant risquent de nous tomber dessus. Enfin, le changement climatique, c'est même pas la peine que j'en parle, mais même les épidémies. Hein. Malgré tous les moyens que nous avons de lutter, il peut y avoir des virus, et il y en a eu, hein, qui peuvent avoir des effets tout à fait... Voilà, la détermination en dernière instance. Quelquefois, c'est lié à l'action des hommes. Alors évidemment, pour le changement climatique, pour l'industrialisation, le rapport entre l'industrialisation et le changement climatique, je n'ai pas besoin de commenter. Mais il y a eu d'autres histoires comme ça. Il semblerait, par exemple, que la disparition de la civilisation maya soit le résultat d'une déforestation excessive de cette zone tropicale. Bon. Voilà, donc est-ce que j'espère me faire comprendre? Le rôle principal, c'est les rapports de production, et c'est le rôle actif, moteur. Hein, ce n'est pas les forces productives. Mais en dernière instance, c'est quand même les forces productives qui commandent. Voilà comment moi j'avais interprété les choses. Voyons maintenant un petit peu ce que dit le discours chinois. Alors, je vais commencer par Mao Zedong, un de mes auteurs favoris, n'est-ce pas? Je vous lis une longue citation qui est extraite de un texte célèbre, hein, de la contradiction, 1937. Selon certains, dans la contradiction entre les forces productives et les rapports de production, l'aspect principal est constitué par les forces productives. Cette conception, dit Mao, est celle du matérialisme mécanique et non du matérialisme dialectique. Certes, les forces productives jouent en général le rôle principal, décisif, et quiconque le nie n'est pas un matérialiste. Mais il faut reconnaître que dans des conditions déterminées, je souligne dans des conditions déterminées, les rapports de production peuvent à leur tour jouer le rôle principal, décisif. Lorsque, faute de modification dans les rapports de production, les forces productives ne peuvent se développer, la modification des rapports de production joue le rôle principal, décisif. Je crois que ceci explique la politique maoïste. Si nous la parcourons rapidement en revue, hein, mais très rapidement, premier moment après la Révolution, bon, le pays est ruiné, le pays est exsangue, un des plus pauvres de la planète. Les techniques sont archaïques, au moins dans les campagnes. Donc, réforme agraire, passage aux coopératives, équipe d'entraide, coopérative de niveau inférieur, puis coopérative de niveau supérieur. Bon accueil des paysans, ils rentrent bien dans ces coopératives qui en voient tout l'intérêt, et effectivement, bon, un gain de productivité, une amélioration une amélioration. En même temps, toujours pendant cette première période, je vais très vite, hein, ce parcours, je pourrais répondre à d'autres questions si vous voulez, plus tard. En même temps, on va commencer l'industrialisation, on va développer l'industrialisation par, ici, des nationalisations qui vont se faire de manière, en fait, très progressive, hein, tout en gardant le secteur capitaliste, mais j'y reviendrai plus tard quand je vous parlerai de la période de la démocratie nouvelle. Ça ne va pas assez vite, ça ne se développe pas assez. Alors Marx pense que c'est le moment, n'est-ce pas, c'est les conditions déterminées pour faire jouer les rapports de production, c'est le grand bond en avant. Le grand bond en avant, c'est les communes populaires, c'est un sacré bond en avant. Bon. Alors en général, on dit que le grand bond en avant, ça a été une catastrophe. Non, ça n'a pas été tout de suite une catastrophe. Ça même... je ne sais pas si vous avez... Enfin, s'il faut que je parle des communes populaires, on en parlera plus tard.
Les communes populaires, c'est beaucoup plus grand que les coopératives. Hein. C'est 20 000 à 30 000 personnes. Hein. C'est très, très organisé, en équipe, en brigade. Bon, voilà. C'est beaucoup de choses qui sont collectives. Hein. Par exemple, les cantines. Hein. Les cantines ont joué un rôle d'ailleurs très important, parce que les femmes ont cessé d'être au foyer. Hein. Elles n'étaient pas très bonnes, paraît-il, au départ, mais après, ça s'est bien arrangé. Et donc, voilà, toutes les femmes pouvaient travailler comme les hommes. Hein. Je crois qu'on n'insistera jamais assez, je vais faire une parenthèse ultra rapide, sur l'importance de la politique maoïste en ce qui concerne l'égalité homme-femme, la transformation de la condition féminine. Et je crois même qu'on peut dire qu'après la période maoïste, la condition féminine a reculé. Du moins, c'était l'avis de chercheurs chinois qui travaillaient sur la question. Bref, donc nous parlions du grand bond en avant. Et là, donc, je veux quand même en dire deux mots, parce que chaque fois, on évoque ce grand bond en avant comme une erreur monumentale. Non, les communes populaires, je dirais peut-être pourquoi tout à l'heure, les communes populaires ont parfois, ça dépendait comment elles étaient gérées, ont bien marché. Hein. Et du côté de l'industrie, et c'est là aussi qu'on a créé, sous l'impulsion de Mao et du parti, qu'on a créé les petites usines dans les communes populaires qui sont devenues plus tard les usines de bourgs et de villages. Donc ça a été un bond en avant, et les 2 premières années, bon, ça s'est assez bien passé. La catastrophe qui a suivi, il faut quand même en dire un mot, parce que en général, c'est ce qui sert à condamner et à même à envoyer aux enfers Mao Zedong, c'est la catastrophe de l'année 60-61. Que s'est-il passé? Alors oui, c'est quand même intéressant aussi de dire ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement 2 années de sécheresse très, très, très graves. Bon. Et donc les récoltes étaient faibles. Et ensuite, il y a eu des erreurs. Il y a eu une erreur qui voit qu'on ne peut pas jouer avec les forces productives, on ne peut pas jouer avec la nature. C'était la lutte, certains le savent peut-être, la lutte contre les 4 nuisibles. Les 4 nuisibles, c'était les moineaux d'abord, les moineaux. Aussi les mouches, les moustiques, etc. Mais c'était les moineaux. Parce que les moineaux, ils venaient prendre le grain dans les champs, alors même qu'il y avait cette sécheresse. Donc toute la Chine s'est mise à bruire d'un bruit infernal de casseroles, de tout ce qu'on trouvait sous la main, pour faire fuir les moineaux. Les pauvres moineaux, bon, je termine mon histoire parce qu'elle est quand même frappante, les pauvres moineaux, n'osant plus atterrir, sont tombés morts par milliers. Et bon, c'était pas le plus grave. Le plus grave, c'est que du coup, ils n'ont plus servi de prédateurs à tous les insectes qui ont proliféré et qui ont fait que les récoltes ont été désastreuses. Bon, alors, ajoutez à cela que on était dans une économie, je vais y venir dans un instant, dans une économie tout de même très administrée. Et là, on a essayé de faire du forcing pour sauver la situation, d'imposer des objectifs inatteignables. Ça nous rappellerait peut-être la Zafra à Cuba, des objectifs inatteignables. Et vous aviez, alors je vais terminer là-dessus, vous aviez des rapports qui venaient des provinces, de tous les fonctionnaires du parti en province, en disant « mais si tout se passe bien, s'il y a des bonnes récoltes, tout marche très bien, les rapports étaient excellents ». Donc Mao les a crus sur parole lorsqu'il a fini par envoyer des enquêteurs sur place qui lui ont dit que mais c'est pas du tout, c'était la catastrophe. Bon, 15-20 millions de morts, on ne sait pas. Une épouvantable famine. Évidemment, une chute brutale du PIB pendant ces 2 années-là, comme tu l'as vu, tu l'as montré. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de comparable d'ailleurs en Corée du Nord lorsqu'il y a eu la fameuse famine en Corée du Nord, sécheresse et puis mauvaise administration des choses. Bon, alors, ayant dit ceci, je reviens à Mao. Donc, vous voyez,
chaque fois, il s'agit d'avancer, d'avoir des rapports de production plus... aller dans le sens du socialisme pour développer les forces productives, pour que ça aille plus vite. Mais, à mon avis, c'est pas là qu'a buté, c'est pas là-dessus qu'a buté la politique maoïste, c'est sur le système de l'économie administrée. En 2 mots, l'économie était planifiée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était planifiée? C'était quand même très, 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 très important. Ça veut dire que les profits des entreprises publiques, des entreprises d'État, des communes populaires, allaient tous dans le budget de l'État. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit, pas la possibilité d'investir. Il fallait attendre qu'elles aient l'autorisation d'investir, d'attendre du plan. Ça veut dire que les prix étaient fixés aussi par les instances administratives. Bon, c'était peut-être pas les prix de détail, mais enfin tous les prix de gros étaient fixés. C'était donc quelque chose qui était très très proche du modèle soviétique. Et d'ailleurs, on a commencé par s'inspirer du modèle soviétique. Je pense que Mao était assez favorable au modèle soviétique au départ, parce que bon, c'était un modèle quand même qui pensait très volontariste. Il ne faut pas oublier que Mao était un ancien chef de guerre. Bon. Eh bien, c'est là que ça a chopé. C'est là que ça a chopé, parce que moi, je vais vous dire, j'ai cru pendant longtemps que ça pouvait fonctionner, un système de planification impérative. Dans la Société de l'Histoire, j'avais essayé de voir comment il pouvait bien fonctionner, c'est-à-dire quasiment sans rapport marchand. Comment il pouvait bien fonctionner avec des mouvements de haut en bas, avec des itérations, avec des... Bon, maintenant, je n'y crois plus du tout. Certains, il y a des marxistes qui y croient encore. Ils croient qu'avec des batteries d'ordinateurs et des bases de données extraordinaires, on pourrait tout planifier. Bon, je ne vais pas dire pourquoi je ne crois pas, mais je ne crois pas que ce soit possible. Je ne crois pas que ce soit possible. Donc, ce qu'il faut dire, pour en finir là-dessus, sur ce premier point, c'est que la planification, elle faisait partie des rapports de production. L'État n'était pas seulement le propriétaire en titre, il gérait l'économie, il gérait les entreprises, il gérait les communes populaires. Je pense que, d'ailleurs, ce n'était pas une planification vraiment impérative à la soviétique, c'était plutôt une planification, je dirais, directive. Directive au sens où il y avait des discussions dans les communes populaires et dans les usines. Il y avait des discussions, les unités recevaient des objectifs qui étaient des objectifs obligatoires. Mais elles avaient une large manœuvre, on discutait sur les objectifs qui étaient seulement souhaitables. Donc il y avait une souplesse quand même qu'il n'y a pas eu dans le système soviétique, ou très tardivement. Et puis d'autre part, il y avait une plus grande décentralisation, mais je ne vais pas entrer dans les détails, c'était davantage, la planification était davantage comment dit-on, déconcentrée au niveau des provinces. Malgré tout, eh bien c'est ça qui n'a pas marché. C'est ça qui n'a pas marché, parce que la socialisation, quand on parle des forces productives et de la socialisation des forces productives, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord que les forces productives, dans l'unité de production, c'est la division que fait Smith entre l'intérieur et l'extérieur, à l'intérieur des unités de production, c'est large, il y a du monde, il y a une division sociale, du travail, tout ça. Bon, c'est des grands collectifs. Ça, c'est la socialisation. C'est l'usine, par exemple, ou c'est la grande usine. C'est aujourd'hui, je ne sais pas, l'usine très robotisée. Enfin, voilà, c'est ça. Mais l'autre côté de la socialisation, c'est entre les unités de production. Eh bien, la socialisation, ici, dans l'économie maoïste, de la période maoïste, se faisait par le plan. Si décentralisée, si souple soit-il, elle se faisait par le plan. Eh bien, voilà. Là, ça marchait bien, à mon avis, tant qu'on était dans
ou relativement bien tant qu'on était dans un développement extensif. C'est-à-dire, extensif, ça veut dire vous créez une nouvelle usine, vous créez quelques machines de plus. Voilà. Donc, voilà. Et de fait, ça a été, comme dans l'économie soviétique, ça a industrialisé, mais très rapidement, le pays. Ça a jeté les bases du développement futur. Et de reste, Rémi le sait mieux que moi, puisqu'il a travaillé la question et qu'il a fouillé dans les statistiques, toute la période de l'économie, toute la période, disons, maoïste, a été une période de forte croissance. Croissance autour de 6 et quelques pourcents, plus de 6%, avec quelques creux, notamment le creux du Grand Bond. Donc voilà. Donc je dirais que cette planification directive, je préfère dire directive, qui était une façon de socialiser les choses, mais à travers les ordres administratifs, et la discussion autour de ces ordres administratifs, eh bien, a montré ses limites. Alors, donc voilà, nous arrivons maintenant à la période de réforme et d'ouverture. Qu'est-ce que ça signifie en termes de rapport de production? Eh bien, ça va signifier essentiellement deux choses. La réforme, ça veut dire justement, on abandonne la planification directive. On n'abandonne certes pas la planification, mais la planification directive, on rend une autonomie de plus en plus large aux entreprises, pour qu'elles puissent se gérer, fixer leurs propres objectifs, leurs propres investissements, qu'elles puissent dégager des excédents. Alors ça ne va pas être simple, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais l'objectif c'est ça, d'une part. D'autre part, c'est les communes populaires. Les communes populaires, c'était quand même un peu un type d'organisation industrielle. Et puis là aussi, c'était soumis. Chaque commune faisait son plan. Il y avait tous les plans. Il y avait le plan de production, il y avait le plan de main d'œuvre, il y avait le plan de commercialisation. Il y avait tous les plans, et tous les plans devaient être discutés et avalisés par l'autorité administrative supérieure. Donc c'est ça qu'il fallait abandonner. Bon, on ne les a pas dissous arbitrairement, autoritairement, disant c'est fini, on n'en veut plus. Certaines, elles se sont dissoutes petit à petit. Pas toutes. Il en reste encore aujourd'hui. Pas beaucoup, il en reste encore aujourd'hui. Si vous voulez, plus tard, je vous en parlerai. J'en ai visité une au moins. Et j'ajouterais même qu'elle marche très bien. Mais, bon, les paysans étaient, d'une part, donc, ce système d'ordre, ce système de directif, ce système d'organisation du travail, était trop rigide et ne leur convenait pas trop. Et d'autre part, bon, dès qu'ils ont pu s'occuper de la terre dont ils étaient locataires, usufruitiers, eh ben, la production, évidemment, la production paysanne a fait un bond en avant. Donc voilà, la réforme, c'était ça. C'est rendre de l'autonomie aux familles paysannes, rendre de l'autonomie aux entreprises. Je simplifie, bien sûr. C'était alors remplacer la planification par un système de contrôle, une planification qui va être essentiellement indirecte, à travers des leviers indirects. Ce que les soviétiques ont pensé à faire, mais c'était beaucoup trop tard. Et puis, disait Ding aussi, c'est ça, ces nouveaux rapports de production, plus adaptés aux forces productives qu'il fallait pour développer le plus vite possible. Donc, c'était rendre cette autonomie pour mieux les développer, qu'ils puissent investir, qu'ils puissent avoir plus de liberté d'action. Et deuxièmement, alors, c'est l'ouverture, c'est-à-dire l'échange avec les pays extérieurs. Un échange qui était resté très faible pendant la période maoïste, aussi parce qu'il y avait un blocus. Bon, puis l'idée, c'était quand même de compter sur ses propres forces, parce que dans l'environnement international menaçant, on ne voulait pas on ne pouvait pas prendre de risques avec notamment l'entrée de capitaux étrangers. C'est ça que
Deng a décidé, il a dit, ben voilà, on va laisser rentrer les capitaux étrangers, mais en les contrôlant. Alors ça sera les zones économiques spéciales. On a beaucoup procédé par expérimentation. Puis après, on a laissé entrer aussi d'autres capitaux étrangers, venant généralement de la diaspora chinoise d'ailleurs, dans le reste de l'économie, mais sous conditions. Les conditions, pour la plupart du temps, hein. Les conditions, vous les connaissez, les co-entreprises. Hein. Bon. Et plus généralement, je veux dire, en ce qui concerne le rapport avec les autres pays, eh bien, il est resté aussi sous contrôle à travers toutes sortes de moyens. Hein. Le contrôle du crédit, les autorisations administratives hein, pour les entreprises étrangères, les co-entreprises, bon, voilà. Et le contrôle des capitaux. Et le contrôle des capitaux. Bon, c'est ce qui nous permet, je crois, aujourd'hui de dire, enfin c'est ma conviction, je pense que c'est aussi celle de Rémi, que oui, il y a beaucoup de capitalisme privé en Chine, même de très grande ampleur. Il y a des très grandes multinationales, mais l'État contrôle le développement de ce capitalisme. Alors, est-ce qu'il contrôle tout? J'en parlerai tout à l'heure. Mais il contrôle le développement de ce capitalisme. Donc, d'où cette formule, quoi, qui est simple, mais qui, quand même, va à l'essentiel. Dans nos pays, hein, c'est le capitalisme qui contrôle l'État. Et quand on dit le capitalisme, ben, c'est les oligopoles, essentiellement, hein, qui a investi l'État de toutes parts. En Chine, c'est le contraire. C'est l'État qui contrôle le capitalisme privé. Eh bien, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut dire? Et j'aurais terminé sur cette première partie. Ben, ça a été un succès. Le taux de croissance a été prodigieux pendant 30 ans, autour de 10%. Maintenant, il a un peu décliné, mais pas tellement, et après tout, c'est mieux comme ça. Bon. Alors, on pourrait dire c'est fantastique, c'est unique dans l'histoire, on n'a pas d'autres exemples. Mais il y a un sacré revers. Et il y a peut-être plusieurs revers, et j'en parlerai tout à l'heure. Voilà pour ce premier point, premier thème que je voulais développer devant vous. Alors je passe au deuxième thème, qui est un peu plus compliqué, sur lequel je le développe. La conception des forces productives. Alors ça vraiment, sous la plume de Deng et partout, les forces productives. Et Deng, par exemple, écrit, n'est-ce pas, selon Marx, la science, une fois transformée en technologie, devient un élément des forces productives. Je vais encore plus loin, elle devient le premier élément des forces productives. Et puisque j'ai une autre citation sous les yeux de Deng Xiaoping, nous sommes prêts à nous initier aux technologies de pointe, y compris les modes de gestion avancés. Alors c'est là évidemment que je me pose des questions. Commençons par un peu de théorie. Cette opposition force productive, rapport de production est tout à fait insatisfaisante. Comment voulez-vous d'un côté opposer une forme et d'autre part un contenu, une sorte d'enveloppe d'autre part et une réalité matérielle? Non, la problématique de Marx, et là vraiment je ne crois pas me tromper, telle qu'elle se développe dans le Capital, c'est qu'en fait, il y a deux procès, qui sont les deux faces du procès de production. Il y a le procès de travail. Ça, c'est le côté des forces productives. Il y a le procès de travail. Ce procès de travail, ben, c'est quoi? C'est le travail concret, le travail utile, le travail concret. C'est l'instrument de travail, qui peut être extraordinairement... qu'on peut aller jusqu'au l'automatisme le plus perfectionné. Ça reste un instrument de travail, ce contrôle. C'est l'objet de travail, c'est la matière sur laquelle on travaille. Ça peut être n'importe où, on peut travailler aussi dans les services sur de l'humain. Et puis c'est aussi les formes sociales, la coopération. Ça, c'est le côté du procès de travail.
Et puis l'autre face de ce procès, c'est le procès de production d'un produit valeur. Je ne dis pas encore la valeur, un produit valeur, parce que ça dépend des sociétés, des modes de production. C'est-à-dire, vous avez du travail vivant, c'est une dépense d'énergie, hein, c'est bien ce que dira Marx très précisément dans le Capital, c'est matériel, ça, une dépense d'énergie. Et ça s'ajoute à du travail mort, c'est-à-dire le travail qui a été cristallisé dans des moyens de production. Et ça donne quoi? Ça donne donc un produit valeur. Et ce produit valeur, il faut le répartir. Il y a donc ici une répartition. Et c'est là que l'on retrouve le rapport de classe. Alors, bon, ça c'est à mon avis, c'est ça, la matrice, hein, de la pensée marxienne. Et une autre chose que je veux dire, c'est que Marx n'emploie plus pratiquement dans le Capital l'expression « les forces productives », sinon à titre de raccourci. Il parle de la force productive du travail, les forces productives du travail social. Et vous avez bien d'autres expressions du même genre. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'un côté le travail et de l'autre côté les instruments de travail, les techniques, les objets de travail, les matériaux, je ne sais pas moi, les uns à côté des autres. Ça veut dire en réalité que tout ça, les instruments de travail, sont des gradients, c'est l'expression de Marx, de la force productive du travail. C'est ce qui fait le travail peut-être, nous sommes du côté du procès de travail, peut-être plus ou moins productif, peut produire plus. Vous voyez bien, le concept de productivité, c'est Marx. Ça ne veut pas dire le rendement. Ça, productivité, dans le discours économique classique, c'est le rendement. Ça met le tout. Chez Marx, ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire, avec le même temps de travail, vous produisez beaucoup plus de valeur d'usage. Je simplifie. Donc, ce sont des gradients de la force productive. C'est ce qui... Voilà. Et aujourd'hui, même les robots sont des gradients de la force productive du travail. Et aujourd'hui, les grands systèmes informatiques ne sont que des gradients de la force productive du travail intellectuel. Ce n'est pas l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas les ressources matérielles et les ressources humaines. Alors cette considération est très importante parce que si vous mettez les machines à côté des hommes, eh bien forcément, les machines vont asservir les hommes. Alors ça, vous l'avez déjà dans le manifeste. Dans le manifeste, l'homme, le travailleur devient un appendice de la machine. Le travail est morcelé, monotone. Bon, c'est le taylorisme avant Taylor, hein, décrit par Marx. Donc, vous voyez, le risque, c'est de soumettre. Le risque, c'est de soumettre le travail humain au dispositif matériel. Bon, alors, un pas de plus maintenant dans mon analyse. Non seulement les forces productives, c'est les forces productives du travail, mais elles sont au moins dans les sociétés de classe, et bon, c'est-à-dire la plupart du temps, presque toujours, elles sont triées et elles sont modelées par les rapports de production. Bon. Triées, je pourrais prendre, j'en avais pris d'ailleurs autrefois dans mon livre, quantité d'exemples dans d'autres sociétés d'instruments de travail ou de culture, hein, qui n'ont pas été exploités parce que ce n'était pas dans l'intérêt des dominants. Je vais me limiter ici au système capitaliste avec son procès de valorisation, création d'une plus-value. Eh bien là aussi, vous avez un tri. C'est-à-dire que
Ne croyez pas que les capitalistes développent toutes les forces productives comme ils veulent, comme elles viennent, comme le progrès le voudrait, etc. Non, ils développent les forces productives qui les intéressent. Alors évidemment, le système est plus productif que les systèmes pré-capitalistes. Pourquoi ? À cause de la concurrence, bien sûr. Si vous prenez le système corporatif, il interdit la concurrence. Alors évidemment, le système n'est pas très progressif. Donc il développe le capitalisme, il est utile de le dire, et Marx y insiste suffisamment, développe les forces productives, mais pas toutes. Il les trie. Alors, les économistes radicaux américains ont très bien montré ça. Ils ont de très bons exemples. Bon, si vous voulez un exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que j'ai lu récemment une étude. Je ne peux pas vous donner les références, je n'ai pas noté. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Marx, les machines-outils, cet ensemble de machines-outils, ce qu'il décrit très bien, le moteur, les embranchements, tout ça, étaient mus uniquement par des machines à vapeur. Et des machines à vapeur, c'est des machines qui utilisent la combustion du charbon pour faire tourner la machine à vapeur. Alors que, en Angleterre, à la même époque, vous aviez de l'énergie hydroélectrique par les rivières qui était quasiment gratuite. Très bon marché. Donc le choix ici n'a pas été un choix du plus productif, parce qu'on aurait à ce moment-là économisé, on aurait économisé du moyen de production. Le choix a été un choix social. C'était préférable pour les industriels de l'époque de Marx et d'Engels, c'était préférable de créer des usines autour des villes plutôt que dans la campagne. Autour des villes, vous aviez une main-d'œuvre qui était asservie, qui n'avait pas d'autres moyens de subsistance que de louer sa force de travail. Dans les campagnes, bon, les paysans, ils avaient des moyens de subsistance, et bon, t'es pas sûr qu'ils soient aussi dociles que les ouvriers des villes. Bon, il y a une petite objection que vous auriez pu me faire. Oui, c'est bien gentil, l'énergie hydroélectrique, mais c'est fluctuant, c'est intermittent. Oui, peut-être, oui, comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, oui, d'accord. Mais on aurait pu supplémenter cette énergie par quelques machines à vapeur. Non, on n'a utilisé que les machines à vapeur. Et ça vous a donné le paysage industriel du 19e siècle, et ça vous a donné le paysage industriel de l'ère maoïste. Et sans parler de l'URSS. Voilà, un exemple de tri. Pourquoi cette technologie plutôt qu'une autre ? Et ces forces productives sont aussi modelées. Ce processus de travail est modelé. Alors, bon, je ne vais pas m'y attarder, mais ça veut dire qu'il est modelé dans le détail, dans les postes de travail, dans le champ de travail. La manière dont on avait fait des belles études dans les années 70, et puis depuis, on les a perdues de vue. On avait fait des belles études. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Prenez l'open space, par exemple, ou prenez un centre d'appel. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un centre d'appel ? Du point de vue taylorien et du point de vue du champ de travail et des postes de travail. Qu'est-ce qui est le plus intensif comme travail ? C'est tellement intensif qu'on l'a délocalisé. Bon. Eh bien, vous voyez, c'est ça le modelage des forces productives. Alors, c'est pour ça que ce que dit Mao, il faut développer les forces productives. Bon, c'est très bien. Mais lesquelles ? Comment ? Si le socialisme doit être supérieur au capitalisme, c'est qu'il doit choisir ces forces productives autrement et c'est qu'il doit les modeler autrement. Et c'est là, évidemment, que j'ai des tas de questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. J'aimerais savoir dans quelle mesure, en important les technologies de l'Occident, on a aussi importé en Chine les technologies sociales de l'Occident. Pour ça, il aurait fallu, mais je n'ai pas pu le faire, que j'aille voir ce qui se passe dans les usines. J'ai dû me contenter ici de quelques documentaires de la télévision chinoise, quelques bons documentaires
Il y avait un excellent documentaire d'Arte il y a quelques années, et puis aussi de récits de journalistes. Bon, je suppose, il y a sûrement des journalistes chinois qui vont dans les usines et qui voient comment ça se passe et qui le décrivent. Il y a sûrement des sociologues. Mais j'avoue que je ne connais pas leur travail, je le regrette. Donc là-dessus, si vous m'interrogez tout à l'heure, je vous donnerai quelques impressions que j'ai, mais c'est des impressions très, très, très hypothétiques. Mais, vous voyez, là, donc, quand que vous faites appel au capitalisme, et je le comprends parfaitement, c'était pas prévu au départ, hein, c'était pas prévu au début de la politique d'ouverture. C'était pas prévu que le système, que le secteur public allait être rétréci à ce point. Plus tard, je vous dirai peut-être comment ça s'est fait comme ça, ou pourquoi je pense que ça s'est fait comme ça. Mais bon, quand la majorité de l'économie est quand même capitaliste, et que vous avez des écoles, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir, peut-être Rémi en sait un peu plus que moi, comment ça se passe dans les universités chinoises. Comment ça se passe, tous ces étudiants chinois qui vont dans les filiales d'HEC, de Subdeco, etc. Quelle technique de management ils apprennent, hein? C'est quoi? C'est le toyotisme? C'est les dernières lubies américaines? Voilà. Donc, pour moi, il y a une foule de questions dont je dis tout de suite que ça m'inquiète, parce que si on ne veut pas importer les technologies, si on importe aussi les technologies sociales, ça, c'est pas les forces productives du socialisme. Bon, j'en suis de mon temps. Oh là, une demi-heure. Ouais. Alors là, donc, voilà, beaucoup trop long. Alors là, ça va vraiment être du survol. Hein. Le remplacement de la dictature du prolétariat par la dictature démocratique populaire. Bien. Bref, rappel historique. Hein. Pour Marx, la dictature du prolétariat, c'est la dictature des salariés, des prolétaires. Un salariat qui va aller en s'accroissant, et donc les autres classes sont plutôt des classes réactionnaires, y compris la paysannerie. Lénine se trouve devant le problème d'un pays qui est une immense majorité paysanne. Qu'est-ce qu'on fait avec les paysans? Et là, il va énormément fluctuer, tout au long des années 90, la révolution de 2005, etc. Finalement, comment résoudre le problème de l'alliance avec la paysannerie? La paysannerie n'est pas révolutionnaire. D'où, en particulier, l'échec des soviets des paysans. N'est-ce pas? Donc c'est là que Lénine engage la période de la NEP, pour d'autres raisons, mais aussi pour le problème paysan. Et donc les paysans vont retrouver la propriété de leurs terres, et les paysans vont pouvoir commercer, pouvoir vendre leurs produits. Mao, vous le savez, va se trouver devant la même difficulté, étant donné que nous sommes dans un pays, la Chine, à l'époque, au moment de la victoire de la Révolution, nous sommes dans un pays d'une immense majorité paysanne, que les paysans ici ont été les alliés indispensables. C'est toute la différence ici, c'est que dès le départ, c'est les alliés. Dieu sait si ça n'a pas trop plu à la Troisième Internationale, au Comintern. Les paysans sont les alliés, et c'est avec eux qu'on a fait la Révolution. Pas les ouvriers, il n'y en avait pas beaucoup, puis c'était dans les villes, c'est avec les paysans. Alors, donc, nous arrivons à la période de la démocratie, dictature de la démocratie
populaire, c'est-à-dire la période de la démocratie nouvelle. Vous voyez, on pourrait dire, si on cherche des symboles, Marx, c'est le drapeau rouge. Lénine, c'est la faucille et le marteau, 1923. Et puis, on arrive à la République populaire de Chine, et vous connaissez le sens des symboles sur le drapeau. Il y a 4 petites étoiles. Première étoile, les ouvriers. Deuxième étoile, les paysans. Troisième étoile, la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, artisans, commerçants, petites professions intellectuelles, etc. Et quatrième étoile, la bourgeoisie nationale. Donc vous voyez l'alliance de classes de cette époque-là. Et si je vais insister un petit peu sur cette époque-là, c'est parce que, d'une certaine manière, on va y revenir. On va y revenir beaucoup plus tard. Bon, alors maintenant, je crois qu'il faut que j'aille beaucoup plus vite. Mao, mais non, je vais quand même donner quelques petites indications, parce que tout ça n'est pas, peut-être pas très connu. Mao était lui-même persuadé qu'il fallait faire avec les capitalistes, qu'il fallait ne pas les éliminer. Et ils ne seront pas éliminés. Ils ne seront jamais physiquement éliminés, d'ailleurs. D'abord, ils seront associés dans les entreprises. Ils garderont la gestion avec, évidemment, un cadre du Parti communiste à côté. Ils garderont la gestion. Ils toucheront la plus grande partie de leurs profits. Ils auront même toucheront des intérêts sur leur capital. Et, alors je le dis tout de suite, ils vont continuer à être indemnisés pendant toute la période maoïste. Toute la période maoïste. Sauf pendant la révolution culturelle, où là, ils ne vont pas toucher leur salaire, et ils ne vont pas toucher de dividendes. Alors, à ce moment-là, dans le nouveau cours, Deng Xiaoping va les indemniser d'une manière massive, 600 millions de dollars. Donc, vous voyez, les capitalistes chinois n'ont pas été maltraités, ni par Mao, bien sûr, ni évidemment par ses successeurs. Ce qui permet à Marie-Claude Bergère, dans un livre qui est quand même très intéressant, qui s'appelle « Capitalistes et capitalistes en Chine », de dire, une fois que les expropriations, dans ces conditions-là, avec des indemnités, on est passé par des entreprises mi-privées, mi-étatiques. Une fois que tout cela a été achevé, qu'on est arrivé à 100% de propriété publique, le capitalisme avait disparu, mais les capitalistes étaient toujours là, ils étaient toujours vivants. Bon, et on la retrouvera sans difficulté quelques années plus tard. Bon, alors, voyons, essayons d'aller vite. Oui, là, je vais vraiment résumer à grands traits. Deng Xiaoping n'était pas du tout décidé à tout privatiser. De fait, il n'y a eu aucune volonté générale de privatisation. Pourquoi le secteur public a reculé? Aujourd'hui, il ne recule plus. Il est même assez florissant. Pourquoi il a reculé? Parce que c'était très difficile de libérer les entreprises publiques de leur tutelle administrative. Ça, c'était la première raison. De les rendre autonomes, responsables, dégageant elles-mêmes leurs excédents. Et d'autre part, parce que ces entreprises publiques remplissaient toutes sortes d'autres fonctions, qui étaient des fonctions, on va dire, de sécurité sociale. Le logement, la santé, les cantines, tout ça. Bon, c'était. Alors, vous voyez, il s'agissait de dissocier. Comment voulez-vous faire
un calcul, on va dire, d'une gestion rationnelle quand il faut gérer tout ça en même temps. Donc ça a été très difficile. Alors je ne nie pas qu'il y a eu des abus. Je ne nie pas, d'après ce que j'ai lu, parce que j'avais lu des monographies assez précises, qu'il y a eu un certain vol de la propriété publique, notamment sous des formes détournées par des directeurs d'entreprises publiques, par des administrateurs. Bon. Mais ça a été très limité. Hein. Et de fait, d'ailleurs, je pense que la direction du Parti communiste chinois s'est bien rendu compte a bien vu ce qui se passait après la fin de l'URSS. Hein. Elle a bien vu l'immense hold-up qui a été celui des oligarques, hein, et au comble des oligarques qui venaient des sommets du Parti communiste, hein, sur la propriété publique. Bon. Donc non, il n'y a pas eu de volonté de privatisation. Ça a été en quelque sorte obligé pour arriver à faire des entreprises publiques qui soient gérées rationnellement, qui soient dégagées de la tutelle administrative, qui puissent... Alors, puisque je suis sur ce sujet, je termine d'ailleurs. Aujourd'hui, les entreprises publiques sont très très importantes. Elles couvrent vraiment les secteurs de base de l'économie, hein, même si elles ne représentent qu'un certain pourcentage du PIB et de l'emploi. Les secteurs de base, tous les secteurs de base, hein, sont publics, hein, avec des sociétés par action, mais peu importe, sont publics, que ce soit la chimie, la métallurgie, tous les secteurs de l'énergie, les transports, les transports aériens, les ports, les autoroutes, tout est public. Hein. Ces entreprises sont extrêmement puissantes, ce sont des mastodontes. Hein. Mais leur but n'est pas d'apporter des dividendes à l'État. Elles ne sont pas gérées, je profite de l'occasion pour le dire parce que c'est essentiel, elles ne sont pas gérées comme des entreprises privées. Elles ne sont pas gérées comme la Commission européenne voudrait qu'elles le soient. C'est-à-dire qu'elles sont d'une part gérées prioritairement, c'est-à-dire qu'elles ont les moyens, l'État les aide. Hein, les aide. Bon, ils ont un accès privilégié au crédit. D'autre part, il n'est pas exigé d'elles. Elles ne sont pas faites pour faire des profits. Il vaut mieux qu'elles en fassent. Mais elles ne sont pas faites pour enrichir le budget de l'État. Ce n'est pas leur objet. C'est pour ça que ce ne sont pas des entreprises capitalistes d'État. Au fond, à l'essentiel, ce ne sont pas des entreprises capitalistes d'État, comme on peut le dire sottement. Bon, alors... oui, alors donc... voilà, j'en arrive maintenant, donc, je vais à peu près terminer ce point, mais je ne voudrais pas sauter le dernier. Après la période de la démocratie nouvelle, vous avez la période donc dites socialistes, celle quand même très, très administrée, planification directive. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne théoriquement en termes de rapport de production? C'est là qu'on peut s'interroger. C'est là qu'on peut s'interroger, quelle est la contradiction fondamentale dans la société chinoise? Elle est-il dit, entre l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure et le développement déséquilibré et insuffisant de la Chine. Drôle de contradiction, difficile à penser en termes de rapport de production. En gros, ça veut dire priorité aux forces productives, au développement des forces productives pour satisfaire la population. En gros, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous lisez aussi dans les statuts? La lutte des classes se poursuivra sur le long terme, mais elle n'est plus un élément fondamental. Donc il y a des antagonismes, mais ces antagonismes ne sont pas des antagonismes, des contradictions antagoniques. Alors c'est là évidemment qu'on se pose un petit peu des questions. Où sont les ennemis? Où sont les ennemis? Il y a eu, et on le retrouve au début des statuts, il y a eu à l'époque de Jiang Zemin la théorie de la triple représentation, qui a suscité d'ailleurs un très grand débat en Chine.
et beaucoup de critiques. Cette théorie de la triple représentation, c'était quoi? C'était, doivent être représentées les forces productives progressistes dans les institutions, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale populaire, hein, dans les institutions. La culture sociale... Alors, les forces productives progressistes entendaient, en fait, les entrepreneurs. La culture sociale avancée, qu'est-ce que ça veut dire? Entendez les scientifiques et les intellectuels. Les intérêts fondamentaux, et troisièmement, les intérêts fondamentaux de la majorité de la population. Diable, les entrepreneurs, les scientifiques et les intellectuels, et enfin, la majorité de la population. Bon. Où sont les ennemis? Et d'autre part, alors bon, et d'autre part, comment ça s'est traduit concrètement? Alors, concrètement, ça s'est traduit par le fait qu'il y a eu quelques capitalistes qui ont été recrutés ou invités, je ne sais pas s'ils ont passé les examens, à rentrer au Parti communiste chinois, mais peu nombreux, qu'il y en a qui sont représentés ailleurs, notamment dans la conférence consultative du peuple chinois, mais ne croyez pas que ce soit une intrusion massive ici de la bourgeoisie privée dans les structures, ou dans le parti et dans la structure des institutions. D'autre part, bon, malgré tout, c'est les 10 ans de la période Jiang Zemin, ça a été l'explosion des inégalités. Donc, quand vous arrivez à la période suivante, la période Hu Jintao, on l'oublie, hein. Elle est toujours dans les textes, mais on l'oublie, cette triple représentation, et on va parler d'autre chose. On va parler du développement scientifique et de l'harmonie. Il est temps de la rétablir. Voilà. Alors, nous en arrivons maintenant, c'est pour ça que je vais très vite, et maintenant. Je suis obligé de survoler, hein, mais pour entrer dans le détail, et maintenant. Et maintenant, je crois que nous avons affaire... Oui, vous voyez, nous sommes partis de la période de la démocratie nouvelle, qui était une période de dictature démocratique populaire, bon, même si c'est resté toujours la même expression, à une période socialiste, puis là, on est revenu avec cette nouvelle alliance de classe. Cette alliance de classe qui comprend les scientifiques, hein, qu'on a fait revenir de partout, qui comprend les intellectuels, et qui comprend la bourgeoisie, qui comprend les grands patrons des grandes entreprises chinoises. Donc c'est ça, nouvelle alliance de classe. Bon, alors, donc est-ce que cette alliance de classe, comme on ne voit plus très bien où sont les ennemis, est-ce que ce n'est pas le système socialiste chinois, dit socialiste de la première étape, qui est menacé? Je pense qu'il l'était. Alors il y avait des problèmes que je ne vais pas étudier ici, problèmes de déséquilibre dans l'économie chinoise, laissons ça de côté, mais je pense qu'il l'était. Je pense qu'il l'était, et que c'est le sens de la politique actuelle de Xi Jinping. Cette énorme purge, une centaine de milliers, dans les rangs du Parti communiste. Cette purge étendue aux fonctionnaires. Cette campagne de moralisation, la chasse aux privilèges. Par exemple, la chasse aux voitures de fonction. Moi, quand je suis allé, j'étais promené dans une voiture de fonction. Après, j'étais promené par les collègues. Il n'y avait plus de voiture de fonction. C'est l'indice que quelque chose comme une nouvelle bourgeoisie, comme aurait dit Mao, s'était constituée au sein du parti. C'était l'indice qu'il y avait une sorte de nomenclatura. C'est ce que je pense.
Bon, une nomenclatura qui n'était pas comme la nomenclatura soviétique, parce que la nomenclatura soviétique reposait sur la planification, c'est-à-dire sur le drainage de l'ensemble de la plus-value, des profits, vers le sommet qui les redistribue à sa guise. Là, puisque nous sommes dans une économie qui n'est plus une économie planifiée, ou qui ne l'est qu'indirectement, eh bien, évidemment, ce n'était pas la même nomenclatura. Mais c'était quand même des privilèges, mais c'était de la corruption, mais c'était des avantages de toutes sortes. Et là, la campagne a été vraiment sans pitié. À mon avis, on n'ose pas parler de nouvelle bourgeoisie parce qu'on ne veut pas réveiller les fantômes de la révolution culturelle, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit dans la nouvelle politique de Deng Xiaoping, de Xi Jinping. Je voulais parler aussi de cette alliance de classe, et je voulais faire, mais je vais le sauter parce que sinon je ne pourrais pas aborder mon dernier point, je voulais faire un petit rapprochement entre cette alliance de classe et ce que dit, ailleurs dans le monde, et en Europe et dans nos pays, le populisme de gauche sur la notion de peuple comme opposé à l'oligarchie. Est-ce qu'il y a des rapprochements possibles ou est-ce que c'est totalement différent ? C'est une question que je crois tout à fait intéressante. Alors, mon dernier point, combien de temps il me reste, Rémi ? 10 minutes, ça tient. Ah oui, allez, 10 minutes, ça va être bref. Mais j'y tiens. Oui, bien sûr. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la soumission réelle du procès de travail au procès de valorisation, j'aurais pu aussi montrer l'inverse, c'est que le procès de travail tel qu'il est modelé par le capitalisme et nuit au procès de production de la valeur. Vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire. Bon, moi, je vais donner un exemple. Ça nuit, par exemple, à ce qu'on pourrait appeler l'efficacité motivationnelle des travailleurs qui sont dans un système d'hyperdivision du travail, comme mes gens de mes centres d'appel, etc. Bon, ces gens-là ne sont pas motivés. Et c'est une grande dépense d'énergie et c'est un grand gaspillage d'énergie et ça finit par des maladies professionnelles, ça finit par des interruptions, etc. Vous voyez, l'agencement même du procès de travail ici nuit à la production de valeur, puisque il y a de la destruction de valeur, de l'énergie gaspillée. Bon, je me contenterai de cet exemple. Mais en tout cas, nous avons là ce qu'on peut appeler une dialectique négative ou une dialectique destructrice. Plus généralement, vous avez une dialectique destructrice dans le mode de production capitaliste, puisque la bourgeoisie tend à détruire constamment le prolétariat, à le réduire. À le réduire par le développement du machinisme, de la technologie, de la robotisation, tout ça. Il y en aura de moins en moins. Moyennant de quoi, elle coupe la branche sur laquelle elle est assise. Elle détruit sa propre base. Donc elle est obligée de chercher des relais ailleurs. C'est ça, la dialectique négative. C'est quand l'un des pôles a une tendance à détruire l'autre pôle. Ce que j'ai cru trouver, en fait, je ne suis pas venu par mon étude ou mes réflexions sur la Chine, je suis venu par d'autres chemins. En tout cas, ce que j'ai cru trouver dans le discours chinois, c'est une autre dialectique. Une dialectique positive. J'ai consacré des articles et des passages ici ou là dans mes bouquins. Dialectique positive. Là, quand l'un des pôles, au lieu d'agir négativement sur l'autre et de tendre à le détruire, au contraire, tend à le renforcer. Je vais prendre une image qui ici, une petite métaphore qui fera comprendre. Marchez sur les deux jambes. Quand vous ne marchez que sur une jambe, vous n'allez pas vite, vous boitez, et la jambe porteuse s'affaiblit.
Quand vous marchez sur deux jambes, chaque jambe renforce l'autre et vous allez dans le bon pas. Cette expression, qui est d'ailleurs une expression favorite de Mao, marcher sur les deux jambes, ça voulait dire marcher à la fois sur l'agriculture et sur l'industrie, à la fois sur les petites et sur les grandes entreprises, etc. Cette expression, à mon sens, est le signe d'une autre dialectique que la dialectique que nous connaissons, la dialectique qui a inspiré toute la pensée occidentale, en fait, la dialectique où la dialectique formelle, celle où il y a le principe de non-contradiction, le principe du tiers exclu, c'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, ici, ça peut être l'un et l'autre, de telle sorte que l'un et l'autre se soutiennent, se renforcent mutuellement. Il est possible, je pense qu'il est vraisemblable, que cela vient dans la pensée chinoise du taoïsme. Vous savez un petit peu ce que signifie l'unité des contraires dans le taoïsme. Le yin et le yang. Bon, les deux termes sont bien connus. Masculin et le féminin, l'ombre et la lumière, le froid et le chaud, etc. Bon. Entre ces opposés, il y a un jeu dialectique qui fait qu'on doit pouvoir les harmoniser. On peut les harmoniser, on peut arriver à l'harmonie. Chaque pôle agit positivement sur l'autre et le transforme d'une certaine façon. Évidemment, c'est le cas du rapport entre les hommes dans la pensée taoïste et les rapports avec la nature, l'harmonie entre l'homme avec la nature. Ça peut même aboutir à une espèce de quiétisme. On ne touche pas à la nature. Je crois qu'il y a de ça. Peut-être pas très ouvertement, mais dans la pensée chinoise, et c'est en ce sens que c'est peut-être un enrichissement de pensée et un enrichissement pour la pensée marxiste. Alors je vais en prendre 3 petits exemples parce que j'ai voulu me tenir au texte des statuts. Je vais prendre trois petits exemples. Centralisme démocratique. A priori, c'est une contradiction dans les termes. Mais l'idée, c'est que la démocratie, enfin c'est au moins le projet, va donner de la substance à la décision. Et le centralisme, c'est l'efficacité. L'un pouvant renforcer l'autre. L'opposition ville-campagne, pareil. La ville peut être utile à la campagne et la campagne à la ville. Donc, quand il parle de développement coordonné, c'est ça. Le thème de l'harmonie va être très mis en avant, et vous le trouvez plusieurs fois dans les statuts, dans le programme, par Hu Jintao. Or, ce n'est pas simplement harmonie au sens d'aller un équilibre, tout le monde est en paix, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à créer, à constituer. Et je crois que c'est en rapport avec ce fond taoïste de la pensée chinoise. Un autre exemple dans les statuts, s'enrichir avant les autres, voilà qui nous paraît contradictoire. Mais je suis persuadé que dans l'esprit de Deng Xiaoping, ça ne voulait pas dire s'enrichir contre les autres. Ça voulait dire s'enrichir pour que les autres puissent à leur tour s'enrichir. Donc, en ce sens, c'est en ce sens que Deng Xiaoping, qui était un vrai marxiste, était contre l'égalitarisme. Mao aussi, d'ailleurs, était contre l'égalitarisme. Ça veut dire que les provinces côtières doivent s'enrichir, les premières, pour aider ensuite, montrer l'exemple et ensuite soutenir le développement des provinces de l'Ouest. Ça veut dire que le rapport ville-campagne aussi doit être un rapport de renforcement réciproque. Une dialectique positive. Et j'ai ici une phrase qui, a priori, peut paraître incompréhensible, qui est celle-ci. Il importe, quand vous lisez ça,
il importe, c'est dans les statuts, hein, il importe de permettre au marché de jouer un rôle décisif dans la distribution des ressources. Marché grand allocataire des ressources. Et de permettre au gouvernement de mieux jouer son rôle. Alors, si on est dans une optique libérale, on ne comprend rien. Hein. Comment le gouvernement peut-il mieux jouer son rôle si on renforce le marché? Non, au contraire, il doit diminuer. Hein. Qu'est-ce que l'État a à faire là-dedans? Hein. Comme dirait notre ministre, le maire, l'État n'a pas vocation à. Et de permettre au gouvernement de mieux jouer son rôle et de construire un système de contrôle macroéconomique perfectionné. Donc, d'un côté, on va utiliser davantage des mécanismes de marché, de l'autre, on va perfectionner son système de contrôle. Eh bien ça, je crois que c'est une manière de penser positivement la contradiction. Le marché est utile, il permet de renforcer l'efficacité du plan, parce qu'il lui apporte quantité d'informations qu'il n'aurait pas autrement, je simplifie. Hein. Le plan, d'un autre côté, permet au marché permet de guider le marché, de l'orienter, de le rendre plus opérant, plus opérationnel. Je crois que ce genre de phrase, ce rapport plan-marché, dont j'aurais pu consacrer toute mon intervention aujourd'hui à vous parler du rapport plan-marché, mais bon, c'est trop compliqué, ça m'aurait pris tout mon temps. Je crois qu'il y a une façon ici dialectique de penser les choses qui ne nous est pas familière et qui est peut-être un enrichissement de la pensée marxiste. Merci beaucoup, Tony. Michel Clouzet, oui, sur la question de la machine à vapeur, je viens de lire cette étude, hein, je ne suis pas catégorique, hein, mais ça m'a intrigué, voilà. Mais il y a d'autres, je pourrais trouver d'autres exemples qui sont peut-être plus pertinents, donc je ne soutiens pas nécessairement cet exemple. Vous avez évoqué la question des migrants. La question des migrants est une question complexe. Sans trop entrer dans le détail, il s'agissait de continuer à fixer les paysans dans les campagnes, ne pas les laisser affluer dans les villes pour constituer d'immenses périphéries et des bidonvilles. Donc, ils venaient travailler comme migrants pour retourner à la campagne. L'idée, c'était ça. Bon, sachez tout de même que le problème des migrants a été pris au sérieux, qu'il y a aujourd'hui des représentants des migrants dans l'Assemblée nationale populaire, que le système du hukou, c'est-à-dire de la résidence dans son village d'origine, qui ne donnait pas un permis de résidence dans les villes, a été largement modifié. Aujourd'hui, le migrant dans les villes peut envoyer ses enfants à l'école et il a un certain nombre de droits. Tout ceci va probablement disparaître. Hein. Bon, je sais parfaitement que ça a été une horreur pendant longtemps. Hein. Les bagnes du travail, l'atelier du monde a été, et beaucoup, le fait des migrants. Nous reparlerons un petit peu tout à l'heure, peut-être je vous dirai mes impressions sur l'état actuel des rapports sociaux en Chine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point précis. Maintenant, est-ce que c'est une affaire théologique? Non, c'est très important. Je veux dire, représentez-vous bien que pour beaucoup de partis, le programme, ça ne veut rien dire. Le programme, c'est une couverture, c'est toujours intéressant de le regarder de près. D'ailleurs, si vous faites une lecture symptomale des programmes de partis, vous allez y trouver des concepts qui ne veulent rien dire, des incohérences, des confusions. Le programme du Parti communiste, c'est quelque chose qui est très, très, très chiadé, si je puis dire, très précis, et qui inspire, qui est étudié,
qui est étudié par tous les membres du Parti communiste qui en discutent. C'est un programme qui est étudié au-delà, évidemment, des membres du Parti communiste. Je crois donc que c'est un texte, c'est pas simplement, vous dites, c'est une discussion théologique, bon, mais non, mais si on regarde, c'est pour ça que si j'avais eu 3 heures, ou même, si je pourrais même faire un cours là-dessus, si on regarde ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, la manière dont il le dit, etc., c'est extrêmement révélateur. Alors, maintenant, monsieur, là, pour ce que... Bon, ben, ça m'est difficile de vous répondre comme ça. Bon, sachez simplement que pour le système soviétique, je n'ai jamais considéré que c'était une expérience historique pour rien. J'ai même passé beaucoup de temps à travailler dessus, à lire plusieurs approches du système soviétique. J'ai consacré tout un chapitre dans un de mes bouquins là-dessus. J'ai consacré tout un chapitre. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et je considère que c'est une expérience qui a échoué, mais qui nous a laissé plein de leçons, qui a eu donc une grande importance historique. Loin de moi l'idée de déprécier cette expérience-là. Toujours est-il que ce sont quand même les hauts responsables du Parti communiste, Ligue des communistes, etc., qui sont devenus les oligarques. En Chine, ce n'est pas eux qui sont devenus les oligarques. Ce n'est pas des responsables du Parti communiste. C'est des gens c'est des entrepreneurs qui étaient peut-être à l'origine, à la base, dans le Parti communiste, à quelques exceptions près, qui se sont créés, qui se sont constitués. Ils ne viennent pas, les milliardaires ne viennent pas du Parti communiste. Non, ce sont les directeurs d'entreprise, souvent, ou des gens du système de planification qui se sont emparés des biens publics. Ce n'est pas le parti. Mais si, c'était le parti. Mais ils étaient dans le parti, voyons. Non. Ils sont venus souvent de rien. Ils n'étaient même pas dans le parti, les nouveaux millionnaires. Non, c'est pas du tout la même chose. Et je peux vous dire que quand je suis allé en Chine, ce qui hantait les dirigeants chinois, c'était une évolution à la soviétique. Ils m'ont demandé, par exemple, des conférences sur le système soviétique que je connaissais très mal. J'avais lu, je le connaissais dans ses grandes lignes, mais je ne savais pas ce qu'il était devenu après la chute de l'URSS. Et là, j'avais lu le très bon livre de Radvanik, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est vraiment un grand expert, et qui montrait bien ce qui s'était passé après. Et ça a hanté mes interlocuteurs. Surtout que ça ne se reproduise pas. Bon, qu'est-ce que vous m'avez dit? La planification, Marx, c'est la planification. Mais oui. Il n'y a pas de socialisme sans planification. La planification n'a pas disparu de la Chine. C'est même un outil, c'est essentiel, c'est au cœur du système. Qu'est-ce qu'il y a de socialiste dans ce pays? Il y a que c'est ce que je dis et je pense que c'est ce que pense aussi Rémy, c'est un pays où les choix collectifs l'emportent sur les préférences individuelles. Ça ne veut pas dire qu'on les supprime, les préférences individuelles. On les laisse exprimer à travers le marché. Mais les choix collectifs. Or, ces choix collectifs, actuellement, sont incarnés par un parti, alors on pourrait revenir sur l'expression dictature, etc., c'est le parti qui effectue ces choix collectifs. Et comment est-ce qu'il les réalise? Mais par la planification. Seulement, ça ne peut plus être la planification impérative ou directive dont je parlais tout à l'heure. Ça ne peut plus parce que ça ne marche pas. Voilà. Montrez-moi un exemple. Ça marche. Et même Marx s'est trompé là-dessus. Même Marx a cru qu'on pouvait construire le communisme en supprimant les rapports marchands. En supprimant... Je vous regarde, donc je ne suis plus en face du micro. En supprimant les rapports marchands. Et je crois que ce n'est pas possible. Par contre, ne vous y trompez pas, mais ça je ne l'ai pas développé. Je pense tout ce qu'on peut penser de pire sur les rapports marchands. Et c'est ça qui m'inquiète le plus d'ailleurs en Chine. Je vous ai parlé un petit peu de l'importation
des technologies sociales capitalistes, hein, et en quel point ça pouvait être problématique. Mais ce que je développe dans mon bouquin, c'est l'importation du marché capitaliste. Or, je reconnais parfaitement que le marché en Chine est aussi, pas complètement bien sûr, mais est quand même pour l'essentiel un marché capitaliste, avec tous les effets du marché capitaliste, les tendances aux oligopoles, et puis le fait que plus fondamentalement, le marché capitaliste est un marché opaque, nécessairement opaque. C'est un marché qui truque, c'est un marché qui manipule, c'est un marché qui... Bon. Donc le problème, à mon sens, et ça fait longtemps que je réfléchis là-dessus, c'est pas de supprimer le marché, de le remplacer par la planification, c'est de garder ce qu'il y a de bon dans le marché, hein, pas pour tout, hein, dans une administration n'a rien à voir avec le marché. Les services publics, bon, peuvent vendre leurs produits, mais ils ne doivent pas les vendre au prix de marché, ils ne devraient pas, hein. Ils ne sont pas là pour ça. Bon, il n'est pas question de mettre des prix de marché dans l'éducation. Enfin, tout ce qui est en cours actuellement consiste à tout marchandiser. On a beaucoup marchandisé les services publics, il n'en reste pas beaucoup, mais de tout marchandiser, ça c'est l'erreur absolue. Mais ceci dit, dans le reste de l'économie, les rapports marchands sont utiles, et moi, ma proposition, ce sur quoi j'avais beaucoup réfléchi, mais je ne peux pas vous le développer, c'est la socialisation du marché. C'est socialiser le marché, dans la mesure où il peut être utile. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, sur la révolution culturelle, je ne suis absolument pas d'accord. Présenter la révolution culturelle comme une lutte pour le pouvoir entre des clans, non, j'y crois pas. Bon. C'est une lutte entre des lignes. Entre des lignes politiques. Or, évidemment, une lutte entre des lignes, c'est finalement toujours une lutte qui consiste à occuper des places et puis à écarter ceux qui ne partagent pas votre ligne. Bon, alors, la lutte de Mao, c'était la lutte contre la nouvelle bourgeoisie, la bourgeoisie au sein du parti. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est pour ça que ça reste un phénomène unique dans l'histoire, la révolution culturelle. Bon, si vous voulez, je peux en parler davantage de la révolution culturelle. C'est une période qui m'a passionné. Par exemple, pendant la révolution culturelle, vous avez eu des... Bon, oubliez une seconde toutes les luttes entre les factions, dans toute la société. Hein. Oubliez un peu ceci. Voyez ce qui se faisait dans les entreprises. Il y a eu une tentative pour casser la division du travail entre travail manuel et travail intellectuel. Mais ça, c'est fabuleux. Ça, c'est jamais vu. La double participation, c'est-à-dire que les cadres devaient, pour un temps, participer au travail manuel et que les ouvriers devaient participer au travail de gestion. Alors, je ne sais pas si ça a très bien marché. Je sais que dans certains cas, ça a très bien marché. La triple alliance, l'alliance entre les cadres, les ouvriers et les techniciens, cette triple alliance qui consistait à ce qu'on se mette ensemble, ça c'est de la coopération, pour discuter, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire pour le mieux. Mais c'était extraordinaire. C'était ça aussi la révolution culturelle. Quant au nombre de morts, alors là on pourra toujours en discuter. Moi je ne crois pas du tout aux chiffres que vous avez donnés. Je crois que c'était quand même, ça avait pris des allures de guerre civile, qu'il y a eu effectivement beaucoup de morts, mais que ces morts ne sont pas venus ici. C'est pas l'armée qui a fait les morts, c'est pas le parti, c'est pas la direction du parti qui a. C'est pas Staline, je suis désolé. Ah mais je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez? Staline, c'est quand même, hein, hein, bon, je sais pas. Hein, c'est quand même venu d'en haut, non? Les grandes purges staliniennes. Elles sont venues d'en haut, elles ne sont pas venues d'en bas. Je laisse à des historiens plus compétents que moi. C'est pas Mao Tse-tung qui l'a envoyé ? Mais c'est pas... Oui, enfin, Mao Tse-tung, c'est mon sentiment, hein. Mao Tse-tung a lancé une lutte à l'intérieur
contre le parti. Feu sur le quartier général. Osez penser, osez lutter. Alors effectivement, ça a déclenché une pagaille monstrueuse. Et je vais même vous dire une chose qu'on entend rarement, mais qui est ma conviction. C'est que la révolution culturelle a eu un effet tout à fait inattendu et tout à fait extraordinaire. C'est que, alors que tous ces jeunes, tous ces étudiants qui sont allés pour passer des années à la campagne, toutes ces factions, etc., se sont mises à discuter d'un texte unique, les pensées de Mao dans le petit livre rouge. Ce n'était pas la volonté de Mao. Écoutez, j'ai écrit un grand article sur Mao, je vous y renvoie si le sujet vous intéresse. Ce n'était pas l'idée de Mao. Mais Mao a laissé faire, c'était l'idée de la gauche, l'extrême gauche du parti, qui a dit, voilà. Et alors, tous ces gens ont discuté des interprétations différentes. Mais vous vous rendez compte qu'on s'est mis à discuter et que tout le monde avait son idée différente sur telle ou telle maxime de Mao, etc. Ça a prodigieusement libéré des esprits qui étaient quand même habitués à suivre les maîtres, habitués à oui, bon. Et à mon avis, vous n'auriez jamais eu 1789, le printemps de Pékin, dont je pourrais vous reparler aussi, j'ai ma petite idée là-dessus, s'il n'y avait pas eu la révolution culturelle. Ça a été une libération des esprits extraordinaire, alors qu'on ne discutait que d'un texte, que de quelques lignes. C'est une époque aussi, c'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est une époque où les ouvriers devenaient philosophes. Où vous avez des cercles d'ouvriers, on a oublié tout ça, et qui discutaient de textes philosophiques, qui discutaient de la dialectique de la nature de Engels, qui faisaient des réunions là-dessus. C'est pourquoi cette période, et pour moi, reste toujours fascinante. Je vois bien pourquoi ça devait s'arrêter. Ça ne pouvait pas déboucher bien. Bon, mais je ne crois absolument pas que les morts de la révolution culturelle, ils sont nés d'une guerre civile. Ils ne sont pas nés d'une guerre du pouvoir contre une partie de la population. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Tu veux dire un mot sur le printemps de Pékin? Tu veux dire un mot sur Tiananmen que tu as évoqué? Alors, oui, Tiananmen, Si tu veux, écoutez, oui, ça n'a pas été posé. Oui, écoutez, c'est une impression très personnelle et je ne garantis pas qu'elle soit bien fondée. J'ai vu un documentaire, ou deux, je crois, sur la révolution culturelle, le printemps de Pékin. Et ça m'a rappelé furieusement mai 68. Furieusement. J'ai trouvé que c'était la même chose. Or, en mai 68, nous avions un parti au pouvoir, un parti gaulliste, qui avait l'habitude des manifestations, qui avait une police anti-émeute. Moi, je m'en souviens, c'est des souvenirs personnels, qui avait une police anti-émeute, qui a malgré les violences de mai 68, qui a su garder son calme. Il y a eu ce fameux préfet, je ne me souviens plus son nom, Grimaud. Bon, Grimaud, ouais. Hommage lui soit rendu. Moi, absolument. Donc, ça n'a pas débouché sur un drame. C'était pas très loin quand même. Je vous rappelle que les chars étaient autour de Paris. Ça n'a pas débouché sur un drame. Les Chinois n'étaient pas habitués à ça, ils n'avaient jamais vu ça. Une manifestation de ce genre, il y avait eu la révolution culturelle, mais ils n'avaient jamais vu ça. Et ils n'avaient jamais vu ça, ils ont été débordés, il y a eu des discussions au sein de la direction. Ils ont été débordés, et finalement, ils ont trouvé, ils n'avaient pas de police anti-émeute. Ils ont fait donner l'armée. Voilà, c'est à peu près l'impression que j'ai eue. Alors évidemment, c'est une chose dont on n'aime pas parler. C'est le sujet qui reste tabou en Chine. C'est dommage, parce que justement, cette répression. Et je vous rappelle que le printemps de Pékin, ce n'était pas que des étudiants, c'était les ouvriers aussi. C'était les ouvriers, comme mai 68. Moi, je pense en deux mots que le Parti communiste chinois, dans sa haute direction, ses hauts dirigeants, le bureau politique, a été débordé par la situation. Voilà.
Juste un petit mot. La décennie 90 a été la catastrophe absolue, hein. L'effondrement, la thérapie de choc a été ce que vous savez. Ceci dit, quand même, vous dites tout a été détruit. Non, tout n'a pas été détruit. La Russie, c'est pas rien aujourd'hui. C'est quand même un appareil industriel, militaro-industriel, qui reste très puissant, hein. La grande période soviétique a laissé des bases à la Russie sans laquelle elle ne serait pas ce qu'elle est, sans laquelle ce serait je ne sais quoi. Alors la périphérie, ça c'est autre chose, mais il y a l'échec, mais il y a quand même un leg. La dialectique négative, c'est celle de l'impérialisme occidental qui supporte très très mal qu'il ait un concurrent et qui fait tout, qui est prêt à tout faire, hein, pour l'empêcher de se développer, de gagner du terrain. Ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi des dialectiques négatives à l'œuvre dans la société chinoise. J'ai fait quelques allusions, mais je pourrais en faire d'autres, n'est-ce pas? Je crois que le marché, un certain développement du marché, est aussi des agrégateurs, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que le marché capitaliste, avec ses technologies, avec la publicité, avec le marketing, etc., c'est quelque chose qui est dissolvant, si vous voulez, de la cohésion, de l'harmonie de la société chinoise. Donc je pense qu'il faut que s'il y a une dialectique positive, elle doit s'opposer à ces dialectiques négatives qui sont aussi à l'œuvre. La vie meilleure, c'est déjà évidemment la vie matérielle. L'éradication de la pauvreté en Chine est très impressionnante, hein. En 2020, il n'y aura plus de pauvres en Chine. Il n'y aura plus de pauvres au sens en dessous du seuil de pauvreté. C'est aussi évidemment ce qui fait la langue de la Chine, c'est que tout le monde va mieux. C'est un pays qui est optimiste, hein. Même la condition des migrants s'est beaucoup améliorée. En ce qui concerne les droits sociaux, les droits de l'homme, les droits sociaux, bien, vous savez, si vous regardez la législation du travail chinoise, elle n'a rien à envier à la nôtre, hein. Alors, il n'y a pas le droit de grève. Il n'y a pas le droit de grève, et ça, je regrette. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas, parce qu'en réalité, les grèves ne sont pas plus réprimées là-bas qu'ailleurs. Je vous signale, entre parenthèses, que Mao était partisan du droit de grève. Ça n'a pas été inscrit dans la Constitution. Ça manque, effectivement, le droit de grève. En ce qui concerne le syndicalisme, le syndicat, il n'y a qu'un syndicat, c'est dommage. Mais ça peut se comprendre dans cette période. Le problème, c'est que ce droit de grève, ce droit du travail, était peu appliqué, mal appliqué. Et ça suppose évidemment des inspecteurs du travail, et ça c'est en train de se développer. D'autre part, le syndicat, là-dessus, j'avais eu des articles de chercheurs chinois qui étaient très très précis, très détaillés. Ce syndicat maintenant est représenté partout, dans toutes les entreprises. Vous vous souvenez par exemple, de l'entreprise Foxconn, hein? Ça vous dit quelque chose, l'entreprise Foxconn? L'entreprise Foxconn, en deux mots, c'était une entreprise pas chinoise d'ailleurs, enfin chinoise, mais de l'autre côté du détroit, taïwanaise. C'est 1 200 000 travailleurs en Chine. Et c'était l'horreur, c'était le bagne. C'était l'entreprise à suicide. Ça a même été finalement un scandale international. C'est une entreprise qui fournissait, et qui fournit toujours, les composants électroniques, hein, de toutes les grandes entreprises du high-tech du monde, hein, c'est-à-dire Amazon, Apple, enfin tout, hein, Samsung, du monde, Motorola, enfin tout ça, hein, toujours. Hein. La situation a changé, parce que maintenant le syndicat y est implanté. Le droit du travail commence à y être respecté.
Maintenant, je ne suis pas sûr de l'information que je vais vous donner, mais je crois que dans ces entreprises privées, il y a un représentant, un bureau du Parti communiste dans toutes les entreprises, où il va y avoir dans toutes les entreprises chinoises. Donc, elles vont être sous surveillance. Alors, les entreprises chinoises, là aussi, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Et puis là, je vous ai dit, je manque vraiment de matériaux, je manque d'enquête. Je crois qu'il faut distinguer. Vous avez les entreprises qui sont des entreprises qui viennent de l'extérieur. Je pense aux entreprises hongkongaises et taïwanaises. C'est des entreprises qui se sont constituées, qui sont capitalistes à 100%. C'est celles où les conditions de travail étaient les pires. Exemple, Foxconn, et pas seulement Foxconn. Vous avez des entreprises chinoises, disons, autochtones, je dirais, qui sont parfois de grandes entreprises, parfois des groupes. Et je pense que l'esprit et les pratiques ne sont pas les mêmes. C'est ça qui me réconforte d'une certaine façon, pour autant que je puisse en savoir, que dans les entreprises, disons, à management occidental. Le rapport, par exemple, les rapports de travail, les rapports hiérarchiques ne sont pas les mêmes. Les rapports hiérarchiques, les supérieurs, si vous voulez, c'est peut-être probablement le legs du confucianisme. Dans le confucianisme, il faut obéir au chef de famille, au père, il faut obéir au supérieur, il faut obéir à l'empereur. Mais les supérieurs ont des devoirs envers vous. Sinon, ils ne sont plus respectables. Eh bien, dans certains reportages que j'ai vus, on voit un petit peu comment ça se passe, et on ne voit pas ici les petits chefs faire la loi comme ça. On voit un autre type de rapport, qui est un rapport plus coopératif, plus respectueux. Voilà. Bon, il y a les entreprises d'État. J'aurais voulu visiter une entreprise d'État, ça ne s'est pas fait à la dernière minute. Mais je pense que dans les entreprises d'État, c'est encore différent. Il y a, c'est un legs du passé, peut-être un peu de la période maoïste, il y a une véritable coopération entre les différents niveaux de la hiérarchie. Donc oui, c'est complexe. Alors vous me dites, bon, aller vers une société plus harmonieuse, une société... Bon, alors maintenant, la question démocratique. La question démocratique, d'abord, bon, j'ai consacré un chapitre dans mon bouquin là-dessus, parce qu'il y a des choses qui sont mal connues. Bon, il y a des choses qui sont mal connues. Bon, le rôle de la conférence consultative populaire est important. Ce n'est pas l'Assemblée nationale populaire. Son rôle est important. Il y a 2 sessions chaque année, ça discute. Il y a des amendements. C'est pas des chambres d'enregistrement. Bon, vous me demandiez, est-ce qu'il y a des ouvriers dans le Parti communiste chinois? Oui, il y en a. Je ne sais pas combien. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, dans l'Assemblée nationale populaire, il y en a 20% à peu près. Combien il y en a en France? Bon. Il est vrai que ces ouvriers, justement, dans l'Assemblée nationale populaire, viennent en général des entreprises d'État. Les entreprises d'État sont restées plus ou moins le modèle. Je veux dire, il y a quelques années, le top, c'était d'être dans une entreprise d'État. Après, non, parce qu'avec le développement du capitalisme privé, alors là, les salaires étaient bien supérieurs. Mais il reste un esprit, je crois. Tout ça, je vous le dis sous réserve, parce qu'encore une fois, je n'ai pas été voir de près. J'aurais aimé, bon, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu. Voilà. Donc, alors la démocratie, donc il y a effectivement une représentation des couches populaires, des paysans, des minorités nationales. Le problème des minorités nationales, on pourrait l'évoquer, dans les assemblées nationales populaires de tous les différents niveaux. Alors maintenant, le parti unique, c'est là la question où vous en venez. Vous en venez à la question, la célèbre question que je vous remercie de ne pas avoir posée jusqu'à présent. Je vais vous dire, je crois que c'est une nécessité pour la période historique, pour probablement quelques décennies encore. Justement parce qu'il y a d'abord l'environnement international, qui est quand même très menaçant,
c'est un grand pays, c'est un très grand pays qui n'est pas facile. C'est pas un petit pays, hein, c'est pas la Suisse, c'est un très grand pays. Bon, il faut quand même une direction solide. Hein. Et d'autre part, il y a un environnement international qui est très menaçant. Et enfin, c'est pas, à mon avis, c'est pas pour l'éternité. C'est une des choses, je discute dans mon bouquin, là, c'est une des choses qui m'a gêné. C'est de constitutionnaliser la direction du Parti communiste dans le préambule de la Constitution. Parce que si vous regardez la Constitution chinoise, qui a été révisée plusieurs fois, il n'y avait pas mention du Parti communiste, elle était dans le préambule. Et là, elle est passée à l'intérieur. Il y a une volonté de renforcer le Parti communiste. Et s'il y a une volonté de le renforcer, c'est qu'il y a péril dans la demeure. Et je crois que donc, pour une période transitoire, qui sera longue, les Chinois disent une centaine d'années, c'est une nécessité, pourvu, premièrement, que le Parti communiste chinois se démocratise de l'intérieur davantage, pourvu, deuxièmement, que la démocratie complémentaire qui marche bien en Chine, la démocratie consultative délibérative, soit aussi renforcée. Et c'est quand même l'objet, le projet aujourd'hui du pouvoir politique, c'est de renforcer tout ce qui est participation de la population en dehors, n'est-ce pas, des représentants, dans les assemblées nationales populaires, les participations. Là, c'est assez impressionnant. Hein. Vous avez des tas de choses qui sont plus développées en Chine qu'ici. Bon, par exemple, un budget participatif, par exemple, des auditions publiques, hein, etc. Bon, vous pouvez voir le détail dans des articles de chercheurs chinois. Voilà, c'est en ce sens que je crois que le problème n'est pas le parti unique ou pas parti unique. D'autant plus que la période est quand même une période de transition. Et que, bon, vous voyez bien que si les grandes entreprises privées chinoises, hein, notamment dans le domaine de l'Internet, où vous trouvez des géants qui sont de même taille que les géants américains, si on leur laisse libre cours, si on leur laisse présenter des listes d'élections, etc., alors la partie risque d'être